Il est 7 h du matin et on est dans un stade légendaire. Depuis son inauguration en 1998, le Stade de France accueille chaque année les plus grosses compètes, les plus gros concerts, et c'est plutôt normal. En France, c'est le stade qui peut accueillir le plus de spectateurs, jusqu'à 100 000 selon la configuration. Bref, ce stade, il a plein d'avantages. Le truc, c'est que quand on lit la presse, genre les Échos, il y a deux mots qui reviennent souvent pour le qualifier. Voilà ce que serait donc vraiment le Stade de France. Un trou profond pour les finances publiques, estimé à 1 milliard d'euros. Mais cette réputation, est-ce qu'elle est vraiment méritée ? On ne peut pas tout résumer à une question d'argent, de colonnes, de plus, de moins. Moi, je nuancerais effectivement l'idée d'un gouffre financier. Alors pourquoi on parle de gouffre financier ? Et surtout, à cause de qui ? Bon, d'abord, le Stade de France, on pourrait le rebaptiser le Stade de la France, parce qu'il appartient littéralement à l'État français. En Europe, c'est le seul stade dans cette situation. Généralement, les autres sont la propriété de municipalités, de fédérations ou bien de clubs. Ce stade, il est né du rêve d'un certain général. Dans les années 60, en plus des centrales nucléaires et d'un programme spatial, le président de Gaulle veut bâtir autre chose. Il faut construire un très grand stade aux portes de Paris. Et à partir de 1992, son souhait peut enfin être exaucé. Cette année-là, la Fédération internationale de football, la FIFA, attribue l'organisation de la Coupe du Monde 98 à la France. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'il reste très peu de temps pour construire ce qu'on appelle alors le grand stade. Et ce grand stade, il a besoin d'un terrain. Après de grosses guéguerres entre politiciens, premiers ministres et architectes, c'est le projet de la ville de Saint-Denis qui est retenu. La plaine Saint-Denis était un territoire marqué par des grandes friches industrielles. Édouard de Kecker est prof d'économie et il a étudié le rôle du Stade de France dans le développement de la Seine-Saint-Denis. Il a fallu effectivement consentir à des investissements majeurs, infrastructurels et également de viabilisation pour pouvoir faire muter ce territoire sur le plan économique et sur le plan urbain. Ces investissements, ils sont évalués par la Cour des comptes à 449 millions d'euros, intégralement financés par des fonds publics. On a donc le terrain, on a le projet architectural, reste à faire sortir tout ça de terre. Et pour ça, l'État choisit de construire le Stade de France via un partenariat public-privé. Dans d'autres secteurs d'activité comme l'eau ou bien l'énergie, ce qu'on appelle un PPP est alors assez banal. Mais dans l'industrie du sport, le Stade de France est précurseur. Il se trouve qu'on était dans un contexte d'urgence. Guillaume Gouze est professeur et forme des exploitants de stades à gérer leurs enceintes. Il y avait besoin de l'apport technique et de la surface financière d'acteurs privés. L'État, dans ce cas-là, est propriétaire et confie la construction, l'exploitation, la maintenance à un partenaire privé qui se rémunère sur les revenus générés par l'enceinte. Le partenaire privé ici, c'est un duo de géants du BTP, Vinci et Bouygues. Ils signent le contrat de concession avec l'État le 22 juin 1995 pour une durée de 30 ans. Le problème, c'est que ce PPP, il est vachement déséquilibré. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat. Pour bien comprendre pourquoi cette concession est à l'avantage de Vinci Bouygues, on va prendre et améliorer ce schéma un peu vilain fait par le Sénat. L'État et le consortium sont donc partenaires pour construire le Stade de France. L'État avance 191,2 millions d'euros et Vinci Bouygues 174,6 millions d'euros. Le consortium va générer des revenus en organisant des spectacles, des concerts et évidemment des matchs. C'est le modèle économique assez classique pour un stade. Ça fonctionne, ça a fait ses preuves, à condition de remplir un dernier critère, ce qui n'est pas le cas avec le Stade de France. Pour exploiter pleinement un stade, il faut avoir un club résident, c'est-à-dire une équipe qui joue régulièrement dans l'enceinte en échange d'un loyer. C'est comme ça que fonctionne le Parc des Princes avec le PSG, ou bien le Stade Vélodrome avec l'OM. Et le Stade de France, lui, il est un peu orphelin. Depuis son inauguration, il n'a jamais eu de club résident, parce que les grosses équipes de foot et de rugby d'Île-de-France ont déjà des stades. En l'absence de club résident, le consortium du Stade de France se voyait garantir par l'État une somme comme pénalité pour absence de club résident. En d'autres termes, l'État donne de l'argent à Vinci Bouygues pour compenser l'absence d'une équipe résidente au Stade de France. Entre 1998 et 2013,
Le duo a touché environ 120 millions d'euros de la part de l'État pour compenser l'absence de club résident. Et mouillez-vous bien la nuque, parce qu'il y a encore d'autres contreparties. Le consortium a aussi négocié des conventions d'utilisation du Stade de France très avantageuses avec les fédérations françaises de foot et de rugby. Elles obligent les fédés à organiser un minimum de matchs au Stade de France et surtout à reverser au consortium une majorité des revenus de ces événements. Le paradoxe qui s'est posé, c'est que très vite, en effet, le consortium a fait des bénéfices. Pendant les 12 premières années d'exploitation, le consortium a eu une rentabilité 4 fois supérieure aux prévisions de départ. Pour le consortium, c'est le jackpot. Pour les finances publiques, C'est du mauvais management public. c'est aussi ce que fait comprendre une autre institution de la Ve République, la Cour des comptes. Dans un rapport, elle parle d'un régime de concession mal conçu et en permanence contesté. Depuis, plusieurs ajustements ont eu lieu, comme en 2013 avec la suppression de la compensation pour absence de club résident, ou bien la renégociation des conventions signées avec les fédérations de foot et de rugby. Ça a permis de stopper l'hémorragie pour l'État. Sauf que pour les finances publiques, tout ça, c'est arrivé un peu trop tard. D'où cette étiquette de gouffre financier qui continue de coller au Stade de France. Quand on parle de ces montants investis sur 30 ans, je comprends qu'on puisse en tout cas être par posture assez critique sur ce type d'investissement. Mais L'État ne fait pas forcément des choses pour être rentable lorsqu'il investit dans des hôpitaux ou la puissance publique, dans des écoles, etc. Et le Stade de France, il appartient à cette catégorie d'investissement. Parce qu'en le construisant, l'État cherchait aussi à transformer un territoire. Vous vous rappelez des 449 millions d'euros dépensés dans les infrastructures autour du Stade de France ? Eh bien, une bonne partie de cette somme a été allouée au transport. Construction et reconstruction de gares pour les RER, prolongation de la ligne 13 du métro, couverture de l'autoroute A1. Tout ça, ça a permis de désenclaver Saint-Denis et son département, ce qui était essentiel pour ce territoire. Ces infrastructures de transport ont catalysé en fait de nouvelles implantations tertiaires, essentiellement autour du secteur de Saint-Denis. En gros, beaucoup d'entreprises ont installé leur siège autour du Stade de France parce que les prix de l'immobilier étaient moins élevés qu'à Paris. Il y a aussi tout ce qui relève de l'inquantifiable. Quand le monde entier regarde les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques organisés au Stade de France, c'est Saint-Denis qui prend la lumière. Donc, quand on fait le bilan du Stade de France, avant de le qualifier de gouffre financier, il faut aussi prendre en compte ce qu'il a apporté en termes d'économie, de mobilité, d'image à sa ville d'accueil. Même si là encore, il faut apporter un peu de nuance. Si vous allez au Stade de France, vous apercevrez qu'il y a une migration le matin de cadres CSP+, qui vont travailler en Seine-Saint-Denis et qui repartent le soir. On estime à peu près que sur la plaine Saint-Denis, vous avez entre 70 et 75% des cadres qui travaillent à la plaine Saint-Denis qui n'habitent pas sur le territoire et donc qui viennent essentiellement de Paris Intramuros. À l'origine, le quartier autour du stade devait accueillir des commerces, des loisirs, des logements. Sauf qu'aujourd'hui, il y a surtout des bureaux et ce Décathlon qui est sur le point de fermer. Maintenant, il y a des motifs d'espoir. Les futurs projets d'aménagement avec des logements, des commerces, devraient apporter plus de mixité sociale et économique dans les prochaines années. Et pour le nouveau concessionnaire du Stade de France, parce que oui, il y en a un nouveau, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 16 juin 2025, l'État a signé une nouvelle concession de 30 ans pour le Stade de France. Et les règles du jeu ont complètement changé. D'abord, au revoir Vinci Bouygues. Le consortium voulait poursuivre la concession et avait posé sur la table 400 millions d'euros pour rénover le Stade de France. Ça n'a pas convaincu l'État, ça a donné lieu à une bataille judiciaire et à la fin, la justice n'a pas donné raison à Vinci Bouygues. Ensuite, bonjour JL Events. C'est cette entreprise, mastodonte de l'événementiel, qui a récupéré la concession du Stade de France. En comparaison de Vinci et Bouygues, c'est un petit acteur, mais qui a de l'expérience. Au JO de Paris, l'entreprise a géré la majorité des infrastructures temporaires de la compétition. Dans son contrat avec l'État, JL Events s'engage à dépenser 120 millions d'euros pour moderniser le Stade de France. Et surtout, l'entreprise va devoir relever un gros défi par rapport à la précédente concession. Nous partons aujourd'hui sur cette exploitation pendant 30 ans, sans aucune subvention publique. Christophe Cizeron est le directeur général de la filiale de JL Events qui va gérer le Stade de France. L'enjeu, c'est de faire vraiment du Stade de France une destination événementielle 365 jours par an, mais également vraiment un poumon économique pour le territoire. Pour ça, l'entreprise envisage plusieurs projets pour réussir sans les subventions de l'État. Un musée, du tourisme d'affaires, des matchs avec la Ligue de football américain,
de l'e-sport. JL Events sont les leaders mondiaux sur les équipements temporaires, l'exploitation type hall d'exposition. En attendant de lancer tout ça, le concessionnaire s'est mis d'accord avec les fédérations de foot et de rugby pour utiliser le Stade de France. On a vraiment proposé de dérisquer, c'est-à-dire de baisser le montant du loyer fixe. On est vraiment dans une logique de partenariat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de dire on partage un risque effectivement sur certaines audiences. Cette nouvelle concession semble donc partir sur de très bonnes bases. Sauf qu'il y a un tout petit truc qui pourrait enrayer la machine, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale veut à ce jour quitter le Parc des Princes qu'il loue à la mairie de Paris. Le PSG ambitionne de construire son propre stade en banlieue parisienne. On parle ici d'une enceinte d'au moins 60 000 places, hyper moderne et adaptable. Si ce stade voit le jour, ce qui est encore loin d'être fait, il risque d'attirer beaucoup d'acteurs du sport et de l'événementiel habitués du Stade de France. Et ça, pour JL Events, ce serait une catastrophe. Le nouveau concessionnaire a donc négocié avec l'État ce que nos confrères de l'équipe ont appelé la clause PSG. Oui, on a une clause qu'on vit avec l'État, mais ce n'est pas une clause qui nous permet de nous retirer comme ça. Il y a des conditions précises qui sont cumulatives et qui permettent à un moment donné d'avoir ce qu'on appelle une clause de revoyure avec l'État et d'apprécier les conditions économiques, des conditions économiques du contrat. Ce serait encore une autre histoire et certainement une très bonne vidéo. Merci d'avoir suivi ce nouveau mercato, on espère que ça vous a plu. Avant de conclure, on voulait vous parler de notre confrère de SoFoot, Christophe Glaise. Depuis plusieurs mois, Christophe est emprisonné en Algérie où il a été condamné pour avoir simplement fait son travail de journaliste. Il a décidé de se pourvoir en cassation et on lui apporte tout notre soutien dans cette démarche. On vous met en description de la vidéo tous les articles qu'on a écrits sur Christophe dans le journal. A plus!